Je vous remercie d'être avec nous aujourd'hui pour ce séminaire consacré à l'enseignement du français et des lettres en fin de collège et au lycée. Euh, je suis Caroline Mignalet, donc je suis cofondatrice d'Averroès e-learning. J'interviens aujourd'hui au nom de Isabelle Tardet, déléguée générale de la FAPE, donc la Fédération des associations de parents d'élèves des lycées français de l'étranger. Donc Isabelle est coincée dans un conseil d'administration de la EFE et m'a donc demandé d'assurer l'animation de ce webinaire à sa place aujourd'hui. Euh, donc, la FAPE est partenaire de Averroès e-learning, la structure de soutien scolaire dédiée aux élèves des lycées français de l'étranger, et a démarré il y a maintenant l'année dernière un cycle de webinaires et de conférences dédiés aux familles des lycées français de l'étranger. Nous recevons aujourd'hui donc dans ce webinaire Albin Dutoit d'abord, fondateur des écoles Averroès au Maroc il y a plus de 22 ans. École qui accompagne entre 500 et 600 élèves tous les ans dans leurs apprentissages, leur préparation de leur concours passe-bac, de la primaire jusqu'aux classes préparatoires et donc au début du supérieur. Albin enseigne la philosophie, les lettres et les sciences économiques et sociales. Il est accompagné aujourd'hui, et donc ils se donneront la parole l'un après l'autre, de Khalid Hassini, qui est pareil dans cette aventure de Averroès au Maroc depuis plus de 20 ans, qui en est le directeur pédagogique, qui est lui-même normalien et agrégé de lettres, et qui enseigne les lettres et les humanités. C'est fort de cette expérience, en fait, qui vont vous présenter aujourd'hui les problématiques qui se posent sur l'enseignement du français et des lettres et les enjeux auxquels sont confrontés les élèves. Donc, ce webinaire a été organisé en 3 temps. À la fin de chaque partie, vous pourrez poser vos questions et on entrera dans un échange. Et donc, Albin et Khalid répondront au fur et à mesure aux questions que vous aurez posées via le chat ou bien via l'outil de questions-réponses qui est dans l'application Zoom. Et donc, je ferai au fur et à mesure remonter vos questions en essayant de les organiser pour que on puisse répondre au maximum à vos interrogations. À l'issue de ce webinaire, vous aurez la possibilité de recevoir, si vous le souhaitez, le diaporama qui aura été présenté. Voilà, j'espère qu'on sera en mesure de répondre à toutes vos questions. Et je vais maintenant donner la parole pour démarrer à Albin. Merci Caroline. Bonjour à toutes et à tous. Ce qui nous a amené à vous proposer ce webinaire aujourd'hui autour du français et des lettres, c'est les difficultés croissantes qu'on a constatées, ressenties par les élèves en troisième, en seconde et en première. Alors ça se traduit par des résultats en baisse, ça se traduit aussi par des élèves qui sont de plus en plus perdus, même les élèves qui sont travailleurs et qui ont de la bonne volonté. Donc c'est vrai qu'on sort de 2 années un petit peu particulières, mais hormis cette parenthèse Covid avec cet enseignement un petit peu fragmenté et difficile pour les élèves, ces difficultés, elles remontent à bien plus longtemps. Donc comme on est sollicité par les parents et les élèves, voilà, il nous a paru pertinent d'organiser un webinaire autour de l'enseignement du français. Donc, on a intitulé ça la première partie du français aux lettres, le grand saut, parce qu'effectivement, ce que ne comprennent pas les élèves et leurs parents souvent, c'est qu'ils changent de matière. Voilà, on devrait appeler au lycée le français les lettres et non plus français, parce que on n'est plus du tout sur les mêmes attentes, on n'est plus du tout sur les mêmes exigences, on n'est plus du tout sur la même façon d'aborder la langue et le même rapport à la langue. Donc, quand un élève sort de troisième, en principe,
il doit arriver au lycée, je parle évidemment toujours pour le français, en maîtrisant la langue. Voilà, le cycle sixième, troisième insiste sur le renforcement des fondamentaux, le perfectionnement, c'est-à-dire la syntaxe, l'orthographe, la grammaire, la conjugaison, la capacité à enchaîner des phrases complexes, la richesse du vocabulaire, le lexique. Il doit avoir été entraîné à la compréhension approfondie des textes, c'est-à-dire avoir été sensibilisé à l'interprétation, à la déduction, à la recherche de l'implicite, avoir le sens caché, la nuance du lexique. Il doit avoir reçu également un minimum de culture littéraire, puisqu'ils ils abordent le théâtre, la poésie, le roman, l'argumentation, et un embryon d'analyse littéraire, puisque en troisième, on voit quelques figures de style, la personnification, la métaphore, la comparaison, la gradation, etc. etc. Bien. En principe, quand cet élève a un petit peu toutes ses connaissances, il peut en tout cas aborder la classe de seconde un peu plus sereinement. Une des grandes difficultés, on le voit en seconde, c'est que à l'arrivée en seconde, la langue n'est pas maîtrisée. L'expression écrite pose beaucoup de problèmes, le vocabulaire pose de plus en plus de problèmes, les phrases complexes, suivre un auteur sur une dizaine de lignes, c'est complexe. Savoir par exemple qu'un infinitif peut être le sujet, on découvre ça. Et puis surtout, il y a un saut qualitatif au niveau des textes abordés. C'est-à-dire qu'en seconde, on va commencer à aborder les grands chefs-d'œuvre, les grands classiques de la littérature française, en partant du XVIe siècle, XVIIe, XVIIIe. Et là, l'écriture, là aussi, les déstabilise énormément, puisqu'en général, au collège, ils restent sur des textes assez contemporains au niveau de la langue. Donc ça explique en partie une des difficultés des élèves quand ils arrivent en seconde. Ce manque de maîtrise des fondamentaux de la langue, avec un enseignement au collège qui est, c'est vrai, de plus en plus fragmenté, éparpillé. Si vous interrogez un élève du collège, qu'est-ce que tu fais en français? Il ne sait jamais ce qu'il fait. Il ne peut jamais vous dire. Il dit, on étudie des textes, on fait un peu de dictée, on fait un peu de grammaire, mais voilà, par rapport aux autres matières où c'est assez clair, chaque professeur, en fait, depuis la nouvelle réforme, enfin une réforme qui date d'il y a 20 ans, au collège, élabore sa propre progression pédagogique. Voilà, par objet d'étude. Et on le voit, il y a des professeurs qui adorent travailler la grammaire, la conjugaison et qui vont y consacrer beaucoup de temps à l'expression écrite. D'autres vont complètement délaisser cet aspect du programme pour faire beaucoup d'études de texte ou d'exposés, etc. Au final, il manque, oui, cette maîtrise un petit peu, en tout cas cette connaissance des fondamentaux qui va forcément les pénaliser quand ils vont arriver en seconde. Ça, c'est la première des difficultés auquel il faut remédier le plus tôt possible, c'est-à-dire dès la troisième. En début de troisième, il faut savoir que ces exigences vont être attendues en seconde. L'autre grande difficulté qui déroute les élèves quand ils arrivent en seconde, c'est souvent, ils ne comprennent pas ce qu'on attend d'eux. Voilà. Un élève de seconde, il n'a pas compris qu'il a changé de matière, encore une fois, qu'il est passé du français aux lettres, et il ne sait pas. Il étudie des textes. On lui demande de produire certaines choses, on le bombarde de leçons assez techniques, puisque Khalid aura l'occasion de vous en parler, le bac français est devenu de plus en plus technique, précis, c'est vraiment quelque chose qui sort des généralités, et il passe un trimestre souvent à ne pas comprendre ce qu'on attend de lui. Donc, il n'a pas compris qu'il a changé de matière, il n'a pas compris qu'on va attendre de lui, notamment en plus d'une compréhension globale et d'une interprétation, cette capacité à réfléchir à partir des textes, c'est-à-dire à voir les enjeux qui se cachent derrière les textes, à prendre en considération le contexte historique, le mouvement littéraire, la biographie de l'auteur. Est-ce que ce texte, derrière l'histoire qu'il nous raconte, dénonce le travail des enfants au XIXe siècle, la condition féminine, dénonce un pouvoir absolu, etc., etc. Il est souvent perdu par la technique. Encore une fois, on lui demande de maîtriser des figures de style, toutes les leçons sur l'énonciation, les registres littéraires, les mouvements littéraires, et donc il ne sait pas quoi faire de toutes ces leçons techniques. Il se retrouve face à un texte, on lui demande de répondre, et la distinction qui est essentielle entre le fond et la forme, bien souvent, n'est pas comprise par un élève de seconde.
Donc, soit on a des élèves qui nous récitent des catalogues d'outils littéraires, soit on a des élèves qui ne les maîtrisent pas, qui ne savent pas quoi en faire et qui tournent autour de la paraphrase et on leur reproche souvent un manque d'explication, un manque d'approfondissement, de la superficialité dans leurs analyses. Mais en fait, en plus de cette incompréhension des attentes de la matière, et bien souvent, nous, ce qu'on constate en soutien scolaire, c'est une absence de repères méthodologiques. C'est-à-dire que la seconde, c'est la classe fondamentale qui doit préparer, qui participe pleinement au baccalauréat. Le baccalauréat, pour moi, il se prépare en 2 ans. Et c'est l'occasion rêvée, la seconde, d'avoir une classe sans examen, avec une année qui va vraiment durer 10 mois, puisqu'en principe, ils sont jusqu'au 30 juin en cours. C'est l'occasion pour eux, justement, d'asseoir ces bases solides, parce que là aussi, Khalid vous en parlera, le prof de français en 2 premières n'a pas le temps de revoir ses fondamentaux, n'a pas le temps de revoir la méthodologie du commentaire et de la dissertation sur œuvre. Il considère que ça a été fait en seconde. S'il est bienveillant, il va passer 2, 3 semaines en première à revoir tout ça, à sensibiliser les élèves, mais il n'a pas le temps de l'enseigner. Il a plus de 20 textes à préparer, 4 œuvres complètes à étudier, euh, plusieurs épreuves écrites différentes, un commentaire ou pour l'oral une analyse linéaire. Donc, il attend de la seconde que ce travail de fond soit fait. Et bien souvent, il n'est pas fait. Donc, la méthode du commentaire de texte se résume à souvent, quand vous demandez à un élève de seconde, c'est quoi faire un commentaire? C'est poser une problématique des axes et des sous-axes. Okay. Quant à la dissertation, elle n'est quasiment pas abordée, puisque les professeurs leur disent c'est trop difficile, ne prenez pas ça, vous êtes des têtes brûlées si vous faites ça, donc assurez en prenant le commentaire. Bon. Donc, à partir de là, il travaille très peu la dissertation, ce qui, on va le voir en dernière partie de ce webinaire, va poser un problème en terminale et dans le supérieur. Le sens de la matière n'est pas vraiment cerné par les élèves. Et ajoute à cela, encore une fois, les insuffisances en langue. Tout ça fait que souvent, en moyenne, un élève perd entre 4 et 6 points de moyenne entre la seconde et la troisième. Alors qu'au contraire, cette année de seconde, encore une fois, c'est l'année rêvée. Il y a pas c'est leur dernière année, c'est leur dernier mois de juin sans examen. Parce qu'à partir de là, en principe, à partir de la première, ils vont avoir le baccalauréat, terminal, et puis après des partiels, des concours au mois de juin. Donc, on a une année sans stress, une année sereine pour faire cette transition, pour bâtir de solides fondations en langue et aussi en méthodologie et en culture littéraire. À partir du moment où on explique à un élève, on prend le temps de lui expliquer ce qu'on attend concrètement de lui, quelles sont les exigences et les attentes, en quoi qu'on arrive à le projeter déjà en fin de première et lui dire voilà, c'est ça qu'on attend de toi, alors là, tout s'éclaire. Et au moins, il a comme un phare et un repère et il sait dans quelle direction travailler. Alors, on lui dit bien, on lui dit ça ne va pas être du jour au lendemain, mais au moins, voilà, dépasser la paraphrase, et, comprendre finement un texte, dégager l'intelligence d'un texte, être capable de faire le lien, encore une fois, avec tout l'environnement et être capable de développer une réflexion, c'est-à-dire atteindre le 3e degré de lecture d'un texte. À partir de là, oui, ça va être difficile, oui, ça va prendre du temps, mais au moins, il sait dans quelle direction travailler et ce sur quoi il doit accentuer ses efforts. Donc, les difficultés, elles sont dues à ça, mais elles sont dues aussi, et on va pas, il faut être réaliste, à un manque de travail des élèves. C'est vrai. Un manque de lecture, un manque de pratique de l'écrit, c'est-à-dire qu'alors en plus maintenant, depuis 20 ans, on le voit au primaire, vous avez dû suivre toutes et toutes vos enfants, ils n'écrivent plus au primaire. On leur distribue des photocopies, des photocopies, des photocopies, des exercices à trous. Au collège, c'est à peu près pareil. Et puis on arrive au lycée où là, on leur demande une dissertation, un commentaire. La première demande des élèves, moi souvent, c'est combien, monsieur, combien il faut écrire? Une dissertation, c'est quoi? Une copie double, 2 copies doubles. Quand on leur dit que c'est minimum une copie double et demie, ça leur apparaît l'Everest. On n'a pas écrit comme ça une copie double et demie, etc. Alors, les exigences, c'est être capable d'écrire une copie double et demie de façon claire, précise, structurée, cohérente et technique. Donc, c'est vraiment le grand saut, parce qu'en troisième, ils étaient à des années-lumière de ces exigences. On les projette en seconde dans ces exigences sans forcément leur donner les moyens, c'est vrai, bien souvent.
Nous, professeurs, on a sûrement notre part de responsabilité, mais eux aussi ont la leur, parce que la seconde, c'est aussi l'âge où ils ont d'autres préoccupations que le baccalauréat, que leurs études, c'est la découverte de la vie. Et ce manque de pratique, au final, ça se retourne contre eux et on le voit, les résultats en fin de seconde et au baccalauréat ne sont pas terribles. Les moyennes nationales, Khalid vous en parlera, sont loin d'être mirobolantes. Voilà voilà comment moi j'explique à peu près ces insuffisances en troisième et en seconde et comment y remédier. Merci beaucoup Alban. Alors, il y a pas beaucoup de questions sur cette partie super intéressante. Moi, je vais simplement relayer une question qui était là dans les questions-réponses. Comment faire concrètement quand on a un collégien qui est multilingue, c'est-à-dire qui parle une langue à la maison, qui étudie en français à l'école et qui regarde Netflix en anglais. Comment on fait pour l'aider ou l'inciter finalement à lire plus, finalement enrichir sa langue? De toute façon, lire, ça c'est obligatoire. Je vous dis, le manque de vocabulaire, on va y revenir, est vraiment de plus en plus discriminant. C'est vraiment la maîtrise de la langue. Moi, on en reparlera tout à l'heure, en philosophie, je suis étonné. Plus les années passent, plus je suis obligé, mais quasiment, de traduire chaque mot sans utiliser un vocabulaire philosophique. Des mots comme des verbes comme générer, engendrer, provoquer, le sens. Voilà, donc je suis obligé de revenir là-dessus. Donc, lire, il faut lire. C'est difficile. Il faut trouver des romans ou des livres en rapport avec les centres d'intérêt des élèves. Souvent, ce qui accroche bien, je vais vous dire, ce qui accroche quelqu'un qui n'aime pas lire, un collégien, c'est quand vous le mettez face à une histoire vraie. Le côté histoire vraie, ça commence à l'intéresser. Je dis, voilà, ce n'est pas simplement de la littérature et de l'imaginaire. Et là, il y a pas mal de littérature autour d'histoires d'adolescents ou de choses plus ou moins tristes ou dramatiques qui commencent à les intéresser. Mais surtout, il n'y a pas de miracle. Moi, je n'ai pas de baguette magique. C'est une pratique régulière de la langue à l'écrit. Nous, en primaire et en collège, comment on remédie à ça? Les élèves ont un cahier et ils doivent écrire 10 minutes par jour, 5 jours par semaine, sur un sujet libre, nous raconter ce qu'ils veulent, mais la pratique régulière à dose homéopathique, je ne connais que ça. Là, ça permet, et je vous dis, c'est magique, ça se fait tout seul. Vous prenez un collégien, vous lui demandez d'écrire 5 fois par semaine sur le sujet qu'il veut, 10 minutes maximum, pour voir déjà qu'en 10 minutes, il faisait 8 lignes, et puis il va en faire 12, et puis il va en faire 20, et puis il va en faire 30. Donc ça aussi, c'est une bonne carotte. Il se dit, regarde, et vraiment 10 minutes, en plus 10 minutes, ce n'est pas le bout du monde, tout le monde a 10 minutes, c'est ce que je dis. Et puis vous regardez au bout de 3 mois, c'est magique. C'est magique, c'est comme si ce n'était pas le même élève, vraiment. Et moi, je me contente juste de mettre des croix en disant, ici, il y a des fautes d'accord. Donc je mets des croix sur des fautes d'accord, et je souligne simplement l'orthographe, parce qu'on ne peut pas leur demander de connaître. Je leur dis, moi aussi, je fais des fautes d'orthographe. Je ne connais pas l'orthographe de tous les mots euh, du dictionnaire, bien sûr. En revanche, on ne vous pardonnera pas une faute d'accord. Et il faut également leur donner, alors surtout pour ceux qui sont sur plusieurs langues, il faut jouer sur le sens de la langue. Voilà, nous, en philosophie, le langage, c'est un thème fabuleux. On sait que le langage impose une vision du monde, qu'une langue, ce n'est pas simplement communiquer et parler, que quand on apprend une langue, on apprend une histoire, on apprend des valeurs, on apprend un rapport à la réalité. Et oui, la langue française, ça n'est pas la langue anglaise, ça n'est pas la langue arabe, ça n'est pas la langue japonaise. Il y a des degrés d'abstraction, il y a des choses qui sont intraduisibles d'une langue à une autre. C'est ce qui fait l'humour reflète bien que ce n'est pas simplement un outil de langage. Et à partir de là, il faut être capable de donner du sens à la langue. C'est-à-dire, en français, c'est sujet, verbe, complément.
D'accord, ça c'est la syntaxe de base. En allemand, le verbe est rejeté à la fin. En espagnol, le sujet est compris dans le verbe. Mais pourquoi? Qu'est-ce que ça traduit? Voilà, si on prend le temps de lui éclairer cette langue et de voir en plus qu'en même temps, une langue, c'est un rapport au réel, et que plus je maîtrise de langue, plus j'ai des façons de me rapporter au réel, alors oui, là, il commence à jongler. Il voit bien que l'anglais par exemple, c'est pas pour rien qu'en philosophie, le mouvement représentatif de la philosophie anglaise, c'est l'empirisme ou l'utilitariste. C'est une langue très concrète, l'anglais. Cash box, delivery man, milk man. Ouais, nous, on a un mot, on ne dit pas le delivery man, on dit un livreur. Ouais, la langue française a beaucoup plus de nuances. Mais un anglais utilise à peu près, je crois, 3 4 fois plus de mots qu'un français, un anglais moyen, etc. Pourquoi la philosophie est la langue par excellence de la philosophie occidentale? L'allemand, pardon, est la langue de la philosophie occidentale parce que c'est la langue la plus abstraite. Ce qu'on dit en 5 lignes en allemand, il nous faut 12 lignes en français pour dire exactement la même chose. Le grec ancien, c'était pareil. Donc, si on arrive à donner du sens, si on arrive à rendre l'enseignement de la langue moins rébarbatif, c'est-à-dire apprendre le COD quand le verbe avoir et le COD est placé avant le verbe, ils connaissent tout ça par cœur. Ils peuvent vous réciter tout ça par cœur. Vous pouvez donner des exercices à trous sur le participe passé, 3 étoiles, et j'ai des élèves qui ont 20 sur 20. Par contre, ils prennent la parole à l'écrit, c'est terminé. Ça veut dire que c'est un enseignement mécanique qui n'a pas le sens et qui n'est pas incarné dans une pratique. C'est pour ça que je recommande, et je termine là-dessus, parce que j'ai été un peu long, mais la question est assez intéressante. C'est une question de fond. Comment on fait progresser un élève, alors en plus bilinguiste ou multilinguiste dans une langue? Eh bien, quand il écrit, lui, on a une chose incroyable, nous, c'est il sait déjà ce qu'il veut dire. Donc, le sens est là. Quand on leur donne des dictées, c'est des machines. Ils se concentrent sur l'orthographe, mais ils perdent le sens. À partir du moment où l'élève va me raconter sa journée, va me raconter sa peine de cœur, va me raconter sa dernière dispute avec ses parents, etc., etc., parce qu'il se crée aussi cette intimité à l'écrit. Quand ils nous écrivent, ils se rendent compte que ce qu'on peut dire à l'écrit, on ne le dit pas forcément à l'oral. Et moi, je leur réponds en les provoquant. Ah bon, mais pourquoi tu es sûr que tu n'as pas ta part de responsabilité, etc. Bref, à partir du moment où ils ont le sens, alors nous, on peut coller le sens de la langue. Un élève qui me dit, par exemple, je donne un exemple très simple, elle m'a donné. Alors, elle m'a donné MA, bien sûr, donné et. Comme ça, on est vraiment dans un élève de troisième de base. Elle me dit, elle m'a donné. Je lui dis, mais je ne te vois pas, moi, dans cette phrase. Je lui dis, où tu es dans cette phrase? Tu m'as dit, elle t'a donné. Ben, il me dit, ma. Ah, je lui dis, ma, M-A, pour moi, c'est ma maison, etc. Et là, tout de suite, il dit, ah ben non, c'est moi, me, M apostrophe. Voilà, c'est gagné. Donc, en partant du sens de la langue, en donnant une approche un peu moins mécanique, en les faisant jongler, alors surtout ceux qui sont sur plusieurs langues, en voyant les similitudes et les points et les différences, ben, on crée l'envie, en fait. Voilà, on crée l'envie de progresser, on crée le plaisir de découvrir, de comprendre, de donner du sens, et ça va assez vite, avec une pratique régulière. Ok, donc, alors si je rebondis sur toutes les questions du coup, qui se sont enchaînées à la suite de celle-ci, au primaire comme au collège, ton conseil, c'est pour accompagner les enfants à la maison, c'est vraiment les faire écrire. C'est presque plus important de les faire écrire régulièrement qu'ils Que lire. écrivent que lire. Ok, donc ça répond à Monica sur Et, l'espagnol, à Jinan sur l'arabe au Caire, voilà. et en plus, ils y prennent goût. Je vous assure qu'au bout d'un mois, ils y prennent goût. Parce qu'ils se sentent, ils voient bien qu'ils progressent, et puis ils sentent qu'ils peuvent nous dire des choses, et on rentre vraiment dans des confidences. Alors pour les parents, c'est un peu plus compliqué, mais oui, et 10 minutes, vraiment, en plus 10 minutes, ça leur parle, c'est pas le bout du monde. Tu n'as pas 10 minutes à me consacrer quand même, 10 minutes, voilà, c'est à dose homéopathique. Et je leur dis bien, ne me faites pas tout à l'arrache avant de venir en cours, où vous allez faire vos 5 pages d'écriture les unes à la suite des autres. Je vais le voir tout de suite, et ça n'a aucun intérêt. Et donc ils mettent la date, ils jouent le jeu. Ah, vous pouvez le constater, je vous dis, en un mois, déjà, ça se fait tout seul. La syntaxe, l'écriture, les verbes, etc. Tout devient. Et alors après, on peut jouer sur la stylistique, c'est-à-dire leur dire, ben, cette phrase, il y a des verbes pauvres, il y a, il faisait, est-ce qu'il n'y a pas un mot? Et voilà. Et là aussi, ils adorent ça, les exercices stylistiques, c'est-à-dire trouver le verbe ou le mot approprié. Par exemple, on dit, je vous donne un exemple et puis j'arrête là-dessus, mais
il y avait plein de feuilles dans la cour. Des feuilles jonchaient la cour, où la cour était jonchée de feuilles. Ah, voilà, et là, tout de suite, on a un petit dictionnaire des synonymes, et ils adorent ça. Et donc, il y a des petits exercices, ça s'appelle des exercices de stylistique, où il faut remplacer des verbes pauvres, avoir, être, faire, dire, etc., par le verbe approprié. Ok, d'accord. J'avais vu une autre question. Alors, bien évidemment, tu suggères qu'ils écrivent à la main et pas sur un iPad ou pas de manière interactive. Bien sûr. D'accord, ok. Alors, il y a Julie qui dit on nous a toujours dit que le contraire, que lire, c'était plus important, que ces enfants étaient trilingues, mais que leur orthographe et leur syntaxe piquent les yeux. Pourtant, ils lisent depuis toujours. Ben voilà, la preuve par les faits, ils lisent. Non, non, parce que d'abord, l'écriture, c'est l'exercice d'attention. C'est la concentration, c'est se concentrer sur un sens, c'est se faire comprendre. Après, il faut corriger, mais moi, je corrige par écrit, c'est-à-dire que je leur réponds, je leur dis, vous me laissez une page blanche, vous écrivez que sur la page de droite à chaque fois. Et moi, je mets des remarques, je vais les provoquer, je vais les titiller, par écrit. Et c'est ça notre code, entre guillemets, on a le droit de s'exprimer par... Alors moi, ils peuvent tout me dire, il faut que j'accepte le jeu, bien sûr, mais on ne communique que par écrit. Et ils y prennent un plaisir. Donc oui, parce que c'est l'incarnation de la langue. C'est ça. Lire, 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 oui, d'accord, mais lire, c'est bien pour le vocabulaire, c'est bien pour la musicalité, c'est bien pour la compréhension, surtout pour travailler l'imaginaire, mais pour la maîtrise et s'approprier une langue, moi, je crois beaucoup plus. Et puis bon, c'est les 20 ans aussi, je fais pareil en philo, hein. Je n'ai pas de miracle en philosophie. Hein. Il me rédige toutes les semaines une partie de disserte. Sinon, il ne rentre pas dans mon cours. Surtout maintenant. Ouais. Il y a Julie qui rit et qui se dit qu'elle aurait aimé le savoir avant. On va continuer pour quand même maîtriser un peu le temps de ce webinaire et pas bloquer la pause déjeuner ou là, je ne sais pas quel horaire de tout le monde. On va continuer avec Khalid plus précisément sur le bac de français. Alors, merci Caroline. Je m'appelle Khalid Hassini, comme tu m'as déjà présenté. Je suis professeur agrégé et je pratique le soutien scolaire par rapport au niveau de première. Ça fait 22 ans et c'est franchement avec joie que je vais partager avec vous ma modeste expérience. Alors, les épreuves anticipées de français est une matière qui a été largement structurée par la réforme. Donc, je commence d'abord par les changements qui ont impacté l'écrit. Désormais, les élèves ne sont plus dispersés et perdus, puisqu'avant, ils devaient choisir entre le commentaire, la disserte, le sujet d'invention et une question sur corpus qui est obligatoire. Il ne faut pas oublier que cette question sur corpus se faisait entre 4 et 6 textes. Les élèves étaient perdus, ils n'arrivaient pas à gérer le temps. Désormais, le choix est clair, simple à aérer. Les élèves doivent choisir entre 2 épreuves majeures en 4 heures, le commentaire ou la disserte. Plus de sujets d'invention, plus de questions sur corpus, donc ils ne sont plus dispersés. L'écrit est désormais recentré et resserré. Ça, c'est très important. Et par conséquent, ils ont 4 heures pour justifier une prestation analytique rédactionnelle, que ce soit pour le commentaire ou la dissertation. Alors, si l'écrit lors de la réforme a été recentré et resserré, l'oral, par contre, est plus ouvert, diversifié. Tout un panel de sous-exercices qui marque un peu cette deuxième partie des épreuves anticipées de français qui est l'oral. Désormais, ils n'ont plus qu'un commentaire composé. Ils ont à la place une lecture linéaire. Et il faut savoir que la méthodologie du commentaire n'est absolument pas la méthodologie de la lecture linéaire. Et c'est sur 10 points. Il y a en plus une question de grammaire
et là, la grammaire s'invite officiellement au bac de français. Et il y a un entretien sur l'œuvre que l'élève aura choisie durant l'année. Donc, vous voyez très bien que si l'écrit a été largement resserré, l'oral est diversifié et ouvert. Concernant la dissertation, nous n'avons plus affaire à une disserte générale, mais nous avons plutôt affaire à une disserte spécifique sur œuvre. Et il faut savoir que le ministère a imposé 3 œuvres par objet d'étude et l'élève doit choisir une œuvre et la maîtriser. Donc, une œuvre sur les 4 objets d'étude, ça va donner 4 œuvres à maîtriser. Alors, quelles sont les conséquences de ce changement? Quelles sont les implications de ce changement? Ces implications sont conséquentes. Du moment que l'élève n'a à choisir que le commentaire ou la disserte sur les 4 heures, eh bien, le niveau d'exigence est revu à la hausse. On s'attend à beaucoup plus de profondeur analytique, on s'attend à beaucoup plus de sensibilité littéraire, on s'attend à une meilleure maîtrise des outils littéraires, que ce soit les figures de style, les registres littéraires, l'énonciation, l'argumentation, et on s'attend à une meilleure structuration de plans et surtout à un volume rédactionnel plus développé. Ça, c'est pour le commentaire composé. Pour ce qui est de la dissertation, désormais, comme je l'avais dit, la dissertation n'est plus une dissertation générale où l'élève va lire 2-3 synthèses sur un objet d'étude pour pouvoir justifier une dissertation. Non, au contraire, maintenant, il y a des dissertes spécifiques sur œuvre et par conséquent, l'élève doit justifier une connaissance très approfondie de l'œuvre et ce par rapport à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est les paramètres intérieurs de l'œuvre, c'est-à-dire l'élève doit parfaitement saisir et maîtriser le paramètre des personnages, leur symbolisme, leur évolution, le message transmis. Le deuxième niveau de maîtrise de la dissertation spécifique, c'est toutes les sensibilités littéraires, artistiques, historiques, politiques, religieuses qui se tendent en profondeur l'œuvre en question. Et le troisième niveau d'exigence par rapport à cette dissertation spécifique, c'est effectivement de nouveaux éclairages par rapport à d'autres œuvres. Ce n'est pas parce que j'ai choisi, par exemple, La Princesse de Clèves que toute ma dissertation ne portera que sur La Princesse de Clèves. Non, un éclairage serait le bienvenu en comparant le personnage de La Princesse de Clèves au personnage de Julien Sorel dans Le Rouge et le Noir, ou bien à l'empereur Adrien dans Mémoire d'Adrien de Marguerite Yourcenar. Donc, vous voyez très bien que nous sommes sur une vraie dissertation, très approfondie et extrêmement exigeante. J'ouvre la parenthèse pour être dans le prolongement de mon collègue Albin. Il faut savoir que même s'il s'agit de filières scientifiques, ça c'est quelque chose que beaucoup d'élèves n'ont pas encore saisi, c'est que même si c'est des filières scientifiques, le niveau d'exigence en littérature équivaut à une filière littéraire. En fait, les élèves passent le bac de français, de lettres, comme s'ils allaient passer en terminale L et comme s'ils allaient passer en prépa, cani. C'est le même degré d'exigence. Donc, voilà le degré d'implication par rapport au commentaire et à la disserte. Maintenant, quelles sont les implications de ce changement sur l'oral? Désormais, il y a une lecture linéaire et là, nous avons un vrai problème parce que souvent, les profs entraînent leurs élèves ou bien sur la méthode du commentaire ou bien sur la lecture linéaire, pas les deux. Et par conséquent, c'est l'écrit qui est négligé avec le commentaire composé ou l'oral qui est négligé avec l'analyse linéaire. Et il faut savoir que ce n'est pas la même méthodologie. Avec le commentaire composé, nous avons un plan qui fonctionne par transversalité. Et avec la lecture linéaire, nous sommes plutôt dans une linéarité de mouvement et d'unité de sens. Mais le fond analytique est le même. La deuxième implication dans ce changement, dans ces changements-là, c'est le point de gravure. C'est ça.
comme a dit Albin, il y a un manque de maîtrise de la grammaire en première et au collège. J'ai réfléchi à la question, en fait, la réponse, elle est simple, c'est que la façon dont la grammaire a été enseignée, c'est une façon rébarbative. On n'est plus sur la notion de règle, de cas, d'exception, et les élèves se perdent. Alors que l'objectif de la grammaire, c'est de rendre un peu cette matière plus ou moins sèche, agréable, divertissante. Donc, les enseignants, le système a fait en sorte d'enseigner aux élèves une grammaire traditionnelle pure, alors que normalement, on aurait dû la contextualiser pour la rendre plus recevable de la part des élèves. Donc, le point de grammaire est officiellement là. Il faut que les élèves puissent maîtriser pas mal de leçons de grammaire, et notamment la négation et la subordination. Et Dieu seul sait que sur le cours de la subordination, il y a beaucoup de choses à dire que les élèves ne maîtrisent pas. Donc, le point de grammaire est exigé, et en plus, il y a l'œuvre choisie à l'oral. Eh bien, le correcteur estime que l'élève a passé toute l'année à travailler sur l'œuvre qu'il aura choisie. Et par conséquent, il a des attentes assez élevées par rapport au rendement de l'élève à l'oral. Or, les élèves, ce que font les élèves, c'est généralement rester sur des généralités, l'auteur, le mouvement, quelques connaissances à propos de l'œuvre en question, mais le correcteur s'attend à une véritable lecture personnelle de l'œuvre. Il faut que l'élève vende l'idée suivante au correcteur, c'est qu'il a choisi cette œuvre par passion, par intérêt, et qu'elle a un peu changé sa vision du monde. Par conséquent, il devrait justifier une véritable interprétation personnelle, dynamique, attrayante de l'œuvre, et montrer qu'il est capable de réfléchir sur des structures littéraires aussi approfondies et aussi développées, aussi conséquentes qu'une œuvre littéraire. On est au-delà des frontières d'un texte. Donc, voilà les implications de cette réforme. Maintenant, je passe à mon troisième point d'intervention, qui est le positionnement de la première par rapport au cursus scolaire de l'élève, c'est-à-dire entre lycée, terminale et post-bac. Alors, il faut savoir que la première est au carrefour, est un carrefour stratégique extrêmement important. Et effectivement, comme a dit Albin, les élèves ne prennent pas conscience qu'ils sont en train de faire des lettres. C'est une horlogerie suisse, c'est de l'orfèvrerie. C'est quelque chose qui nécessite que la seconde soit une vraie antichambre, très sérieuse, très approfondie et très laborieuse de la première. Il faut qu'en seconde, les élèves aient maîtrisé définitivement les outils littéraires, c'est-à-dire les registres, les figures de style, le jargon spécifique des 4 objets d'étude, c'est-à-dire l'argumentation, la poésie, le théâtre et le roman. Au-delà de ça, il faut qu'ils soient capables non seulement d'identifier un procédé, mais de le contextualiser dans un texte littéraire et d'en démanteler les mécanismes, parce qu'on est dans un démantèlement de mécanismes littéraires. Il faut que les élèves aient les bases de la grammaire, ça c'est extrêmement important. Et il faut qu'ils aient ce qu'on appelle une intelligence des textes. Comment peut-on avoir cette intelligence du texte? Eh bien, en lisant des textes de plus en plus difficiles, d'interprétation difficile, et surtout en variant les géographies littéraires. Les difficultés sur un texte théâtral ne sont pas les mêmes sur un extrait romanesque, ne sont pas les mêmes sur la poésie. Je vous donne juste un exemple. Là, je l'ai remarqué avec mes élèves, mais lorsque je fais des stages, etc., j'ai remarqué que les élèves réduisent l'analyse littéraire à une quête innocente et naïve des figures de style. C'est comme si on partait à la chasse aux papillons. Je leur dis, vous faites attention, là, ce n'est pas de la plomberie. Je ne vais pas passer mon temps à chercher des figures de style dans un texte, mais c'est la nature du texte qui impose ces procédés. Si sur la poésie, vous êtes dans un terrain fleuri où il y a comparaison, métaphore, hyperbole, sachez que sur le roman, vous aurez peu de figures de style. Et ils finissent par me dire, monsieur, sur ce texte romanesque, on n'a rien trouvé. Je leur dis, non, c'est un extrait de roman qui a ses propres particularités. Si vous êtes sur le roman, n'allez pas chercher systématiquement que des figures de style.
allez vous intéresser plutôt aux focalisations, allez vous intéresser au rythme narratif, intéressez-vous à tout ce qui est ellipse, analepse, prolepse, intéressez-vous à la construction du portrait des personnages. Donc cette variété géographique littéraire devrait plus ou moins être initiée, sans pour autant être approfondie, parce que ça prend beaucoup de temps, être sérieusement enclenchée, initiée, pulsée en seconde. Et par conséquent, la première devrait être un perfectionnement. En fait, nous sommes dans le perfectionnement littéraire. Malheureusement, ce n'est pas le cas. La seconde ne prépare absolument pas la première. Et ce qui nous arrive, c'est que nous débarquons au mois de septembre, nous faisons le constat suivant, les acquis ne sont pas là, mais en même temps, il y a des exigences de profondeur analytique qui sont là. Les élèves commencent à avoir de mauvaises notes en première, il y a la pression des parents, il y a pas mal d'élèves qui commencent à détester la matière parce qu'effectivement, ils sont pris dans un étau où ils ont du mal à respirer. Tout cela, pourquoi? Parce que la seconde n'a pas préparé la première, parce que les épreuves anticipées de français ne se font pas en une seule année, elles se font en 2 ans. Il faut considérer la première comme étant le deuxième et dernier semestre d'une préparation qui a été enclenchée en seconde. Et certainement, un jour, Albin vous parlera, c'est la même chose en philo. L'année du bac, c'est l'année de l'initiation à la philo, et là, effectivement, ça pose aussi un problème méthodologique, un problème de timing. Donc, je reprends un peu ce que je suis en train de dire. La première est un couronnement, et ça devrait être un couronnement très sérieux et très approfondi de la seconde, mais la première, c'est aussi un tremplin pour tout ce qui est terminal et post-bac. Donc, il faut savoir qu'effectivement, il y a des exigences purement littéraires par rapport à la première, mais il faut savoir, lorsqu'on travaille un texte, lorsqu'on analyse un texte, lorsqu'on fait une disserte littéraire, il ne faut pas oublier, il y a les compétences de base qui sont purement littéraires, mais il y a aussi les compétences structurelles transversales. Et qu'en préparant la littérature, nous ne faisons pas que préparer la littérature, nous préparons les études en terminale et en post-bac. C'est-à-dire en amenant un élève à maîtriser un commentaire composé. Au-delà de ça, nous lui apprenons d'abord à développer ce qu'on appelle la lecture, la compréhension, l'intelligence du texte, le sens premier et le sens second, les différentes formes d'intertexte qui sont extrêmement importants. Nous lui apprenons aussi à structurer une pensée, à l'exprimer à l'écrit, dans une normativité de langue appréciable. Nous lui apprenons à maîtriser l'architecture logique de sa pensée. Nous lui apprenons à comprimer une information, à traiter de l'information. Et ça, c'est extrêmement important, que ce soit pour la terminale, pour les prépas et même pour le post-bac concernant des concours comme Sésame où le point fort, c'est l'intelligence des textes, c'est la capacité à saisir, à interpréter, à comprimer, à structurer, à exprimer un fond informatif. Donc, globalement, la première, elle est stratégique. Elle hérite de la seconde, mais son impact va au-delà de la première. En fait, ce qui se passe, c'est que la première prépare ce qu'on appelle un profil au sens humaniste du terme. Et malheureusement, c'est ce que l'école a abandonné. Elle a abandonné le profil au profit des résultats immédiats. Or, cette épreuve de littérature en première, elle permet de construire un vrai profil de penseur, de quelqu'un qui réfléchit, qui a l'esprit critique et qui peut exprimer une opinion, la justifier et l'argument dans le cadre d'une architecture logique serrée, cohérente, pertinente, à la fois convaincante et persuasive. Voilà, j'espère ne pas avoir été long et ne pas avoir empiété un peu sur ce que mon collègue va dire, mais répétition est mère des pédagogies. Nous partageons les mêmes souffrances, les mêmes douleurs pédagogiques et nous sommes vous accompagner dans cet esprit-là et je vous remercie. Merci beaucoup, Khalid. Avec plaisir.
Je vais commencer par une question assez basique. Tu évoques l'entretien sur œuvre choisie. Oui. Est-ce que cela signifie, c'est une question qui est remontée, est-ce que ça signifie qu'un élève de première peut choisir n'importe quelle œuvre qui lui a, pour lequel ça a un peu changé sa vision du monde ou dont il est tombé amoureux et dont il peut partager de la passion, etc. Alors, la réponse, elle est simple. Effectivement, nous sommes dans un vent de liberté, mais il y a des limites. C'est-à-dire que, Évidemment. clairement, parce qu'un correcteur est un littéraire, il s'attend à ce que l'œuvre soit d'abord une œuvre littéraire série A, que l'élève n'aille pas vers Harry Potter ou vers Twilight, mais qu'il reste sur des œuvres littéraires un peu connues. Il y a même des profs qui ont pris conscience de la chose et qui imposent dans leur descriptif, qui restreignent le choix des élèves. Ça, moi, je le remarque de plus en plus. J'ai pas mal d'élèves dont les profs resserrent la liste de choix et on appelle ça des lectures, des œuvres cursives. Et ils devraient choisir dans ces œuvres cursives et le jour de l'examen, le correcteur a sous les yeux le descriptif et il voit très bien que l'élève en question devrait choisir dans telle ou telle liste. Effectivement, afin de réduire le risque d'un choix assez libre qui irait au-delà des frontières de la littérature. Mais l'esprit de l'épreuve, c'est que l'élève se ramène avec une œuvre qu'il a aimée, qui le passionne et qu'il va partager avec le correcteur et qu'il va défendre. Ceci dit, par pragmatisme, il faut aller vers une littérature série A, c'est-à-dire des classiques ou des œuvres modernes reconnues, lorsque, effectivement, le prof n'a pas déjà resserré le choix des œuvres dans son descriptif. D'accord. Ok. Il y a Francesca et Milan qui dit que en fait, ce serait bien que les élèves puissent assister à ta présentation parce que ça leur ouvrirait les yeux. Donc, si tu es Avec partant, plaisir. conférence à destination des élèves de seconde. Avec plaisir. On peut programmer des webinaires où on peut faire des simulations. On peut continuer à travailler ensemble, à encadrer, à partager notre passion. Voilà, partager, c'est croître. Nous sommes là pour ça. D'accord. Je vais revenir. Il n'y a pas d'autres questions précises, peut-être qu'elles vont arriver. Est-ce qu'en attendant, tu pourrais préciser la différence donc, que tu as abordée entre la dissertation, ce que tu appelles la dissertation spécifique, et la dissertation normale que tu n'intitules pas spécifique? Parfaitement, Caroline. Alors, avant, en fait, c'était plus des dissertes synthèses, type par exemple sur la poésie, quelles sont les fonctions de la poésie. Et les élèves qui avaient l'intelligence de ne pas être effrayés par la dissertation, parce qu'il faut savoir, en plus, les élèves au fil du temps, non seulement ils lisent peu, mais ils ont développé une réaction allergique à l'égard de la dissertation, puisqu'ils disent que, je cite mes élèves, ça nécessite une culture de ouf, monsieur, hein. Il faut suivre le langage. Moi, je leur dis non. Si vous comptez les textes que vous faites en classe, plus les textes complémentaires, plus les œuvres cursives, plus les œuvres imposées par le ministère, plus de vagues souvenirs de seconde en matière de littérature, vous serez largement capable de faire une disserte. Maintenant, effectivement, l'institution française a en quelque sorte professionnalisé la dissertation. Désormais, c'est des dissertes sur œuvre et généralement, c'est à la base d'une question ou d'une citation. Je donne un exemple. Sur La Princesse de Clèves, par exemple, il y a une question qui tombe. Est-ce que le personnage de roman doit-il être nécessairement un personnage exemplaire, moralement? Et là, on est en train d'étudier les significations du personnage positif par rapport au personnage négatif, par rapport à l'anti-héros. Ce qui est sûr, c'est que la dissertation spécifique, c'est un travail très sérieux. Et les élèves qui y vont en freestyle, oui, comme ils disent, au talent, eh bien, ils ont de mauvaises notes parce que, contrairement aux dissertations
d'avant où on pouvait juste justifier des connaissances vagues à propos de la chose. Là, il faut maîtriser l'œuvre, comme je l'ai dit, de l'intérieur et encore plus fort, être capable de citer de mémoire. C'est-à-dire, ça nécessite le fait d'avoir lu l'œuvre au moins 5 fois, et ce n'est pas des lectures, c'est des couches de connaissances, hein, presque géologiques, une vraie maîtrise de l'œuvre. Les enjeux, les sensibilités sur la princesse de Clèves, par exemple, je reviens souvent sur ce sujet, parce qu'il se trouve que c'est le roman le plus choisi par les élèves et par les profs. Il faut vraiment maîtriser tout ce qui est classicisme, la préciosité, et aller vers des détails du jansénisme, qui est une sous-branche du christianisme. Donc la connaissance, elle est vraiment approfondie, contrairement au discernes d'avant. Voilà, j'espère ne pas avoir été bavard par rapport à ma réponse. Je reprends une question de Mariana qui dit que c'est très intéressant et que ce qui la surprend, en fait, c'est que le constat que les élèves ne sont pas pris en sortant de la seconde et que beaucoup de lacunes se constatent finalement à la rentrée en première. Et elle se dit, mais enfin, pourquoi si tard? Pourquoi? C'est simple, on le voit, parce qu'en seconde, il ne faut pas avoir peur de le dire, en seconde, de moins en moins, le travail est fait. En fait, moi, si vous voulez, mon sentiment profond, c'est que la réforme qui a été faite, elle est vraiment très intelligente, elle est très pertinente, elle tire tout le monde vers le haut, je trouve. À part l'épreuve d'oral qui reste un peu déstabilisante, où on ne peut pas interroger l'élève. Mais le problème, c'est que ce sont les enseignants qui ne sont pas à la hauteur de la réforme, qui n'ont pas la culture littéraire, qui n'ont pas les qualités dont parle Khalid, majoritairement. Alors surtout à l'étranger, où on a énormément de profs locaux, ou pour des raisons budgétaires, on fait des économies de bout de chandelle, et le premier vague personne qui a une vague maîtrise ou master va pouvoir enseigner parce qu'on a besoin d'enseignants. Non, c'est une réforme pour normalien, pour agrégé. Le point de grammaire, quelqu'un qui a le CAPES, à mon avis, ça lui passe au-dessus de la tête. Le point de grammaire, avoir l'intelligence, parce qu'il ne s'agit pas de reconnaître une subordonnée, bien sûr. Ça, on est capable de le faire. Non seulement il faut reconnaître une subordonnée relative, une subordonnée conjonctive, une concessive, etc., mais il faut être capable de la traiter comme un outil littéraire, c'est-à-dire en quoi elle participe à la dynamique du texte, à l'enrichissement du texte, etc., etc. Et alors là, beaucoup ne le font pas. Et puis, moi, je ne sais pas, je parle sous le contrôle de Khalid, mais moi, en seconde, je vois des élèves qui ne traitent pas du tout de l'année la dissertation, qui vont faire des exposés. Ah oui, ça, on fait des exposés sur le classicisme, sur le baroque, sur la poésie. Oui, bien sûr, on fait des exposés, c'est très bien. Mais on attend, on travaille un peu en dilettante les outils d'analyse littéraire. Pourtant, Khalid les a rappelés. Il y a l'énonciation. Et l'énonciation, c'est une grosse leçon. Vous avez le champ lexical, les pronoms, la valeur des modes et des temps, les pronoms personnels, etc. Et puis, on fait des petits exercices comme ça, et puis on a le temps. En fait, le prof de seconde se dit qu'il a le temps, mais il n'a pas le temps, en fait. Et j'ai lu un commentaire en me disant, mais est-ce qu'il est trop tard à l'entrée en seconde? Non, il n'est pas trop tard, parce qu'en seconde, quand nous, on a nos élèves en seconde et qu'on les éclaire et qu'on leur dit, voilà dans quel sens il faut travailler, voilà ce qu'on attend de vous, voilà les exigences de l'épreuve, et la seconde, c'est déjà le bac, la préparation du bac, ça marche très bien. Voilà, excuse-moi Khalid, j'ai un peu empiété, mais… Non, c'est avec plaisir, nous nous rejoignons dans ce que nous sommes en train de dire. Alors, j'interviens rapidement par rapport à ce point de grammaire. Je vais vous le dire, l'exigence est telle… Est-ce qu'il y a un problème de connexion? Non, je t'entends très bien. Non. Je t'entends très bien. Alors, par exemple, prenons le cas de la subordination. Et justement, un prof qui n'a pas traité de la grammaire littéraire va juste travailler sur des textes et repérer des subordonnés dans un texte. Ce qu'il faut faire, c'est aller au-delà de ça. Je donne un exemple. Rousseau, par exemple, dans ses œuvres, il travaille les mécanismes de la confession et de l'aveu et de la disculpation. Donc, c'est un auteur qui cherche à se disculper, qui cherche à montrer les cas, les nuances, les circonstances de ces accusations par rapport à ses détracteurs. Et par conséquent,
les phrases vont aller forcément vers la complexité, d'où la nécessité d'étudier la subordination. Donc, en fait, il faut savoir tirer le texte, tirer le point de grammaire vers l'enjeu pragmatique voulu par l'auteur et non pas un simple repérage mécanique, froid, du point de grammaire. Donc, effectivement, il y a un problème de ressources humaines. Moi, je vous le dis, ce n'est pas malheureusement tous les profs qui enseignent la littérature sont des profs de lettres et cette réforme aurait dû passer par une requalification du personnel parce que les profs, dans leur cursus, n'ont pas pratiqué, par exemple, la lecture linéaire sur laquelle les élèves seront interrogés à l'oral, n'ont pas pratiqué ce qu'on appelle la grammaire stylistique, c'est-à-dire la contextualisation littéraire et stylistique d'un point de grammaire. En fait, cette réforme, elle est d'une exigence monstrueuse. Elle est très belle parce que normalement, elle est la solution au système. Maintenant, moi, ce que je reprocherais à l'institution, c'est d'avoir balancé cette réforme sans pour autant requalifier le personnel. Le personnel n'a pas été requalifié. Et c'est ça tout le problème dont nous constatons les effets un peu malheureusement désastreux aujourd'hui. Oui, j'ajoute juste une petite chose, j'ai vu quelques messages. Oui, il est normal que les parents au lycée se sentent désœuvrés, oui, avec tout ce que vient de dire Khalid. Un parent qui n'a pas fait des études de lettres ne peut plus aider son enfant en français à partir de la seconde. C'est fini. C'est trop exigeant, c'est trop technique, c'est trop précis, donc jusqu'à la troisième. Oui, donc pas de panique, c'est normal, c'est normal. Voilà. Je termine rapidement, Caroline, peut-être avec dans le prolongement de ce que disait Khalid sur l'importance du français. Juste, juste pour la terminale, ce savoir-faire, en fait, c'est vrai, comme dit Khalid, c'est des profils. C'est une gymnastique intellectuelle. On les apprend à lire un texte en profondeur, à être sensible aux nuances, à repérer l'implicite, le sens caché, à voir la profondeur des textes, à mettre en perspective leurs connaissances. Et c'est déterminant parce que ben voilà, c'est écrit en philosophie, en humanité, en géopolitique, et ce sont des matières littéraires où on attend d'eux cette capacité à tenir un discours clair, cohérent, structuré, précis, à ne pas simplement réciter, mais à réfléchir. Et ce travail, nous, en tout cas moi en philosophie, en humanité, même en SES, je le dois aux profs de français. Je leur rends hommage quand ils ont bien fait leur travail et j'ai un élève devant moi qui découvre cette nouvelle matière, la philosophie, ou qui va avec un coefficient 16 maintenant en SES ou en géopolitique. Bien oui, il a déjà ses bases. Et là, je peux commencer à enseigner ma matière. Là, moi, je dois passer un trimestre à revoir la dissertation, à revoir ce que c'est qu'une problématisation. Demandez à un élève, vous lui dites c'est quoi problématiser, il va vous dire problématiser, c'est reformuler. Ah mais non, c'est pas reformuler. Ah, la dissertation, c'est thèse, antithèse, synthèse. Non, ce n'est pas ça une dissertation. Ajoutez à cela tout ce qu'on a dit, le manque de maîtrise de la langue, de la pauvreté du vocabulaire, etc. Ben, ça fait qu'effectivement, ces pauvres élèves, le français qui devait les préparer à ça, les prépare de moins en moins. En plus, on a un grand oral maintenant qui est coefficient 10. Où je vous invite à revoir les critères sur le site du ministère officiel. On va surtout évaluer la capacité des candidats à convaincre, à s'exprimer de façon claire, précise, encore une fois, cohérente. Et nous, on sait très bien que c'est l'écrit qui structure l'oral. Plus vous maîtrisez une langue, mieux vous pensez. C'est évident. Plus vous maîtrisez une langue à l'écrit, plus vous vous exprimez naturellement à l'oral de façon claire, etc., et cohérente et structurée, et qui a du sens. Ils ont des oraux d'admissibilité, où là aussi, il faut qu'ils se mettent en avant. Présentez-vous. Pourquoi voulez-vous faire du commerce? Pourquoi une école d'ingénieur? Pourquoi de l'architecture? Donnez-moi un bâtiment ou une œuvre architecturale qui vous a parlé. Pourquoi? Tout ça, ça demande d'avoir cette aisance, d'être capable de s'exprimer. Tout ça, on le doit à l'enseignement des lettres et du français. Et puis, dans les lettres de motivation, je leur dis souvent, votre lettre de motivation, elle reflète déjà votre pensée. Alors, ils la font faire par leurs parents, ou j'ai même vu maintenant, on paye des coachs pour faire ces lettres. Mais enfin, moi qui fais partie d'une commission pour accueillir des élèves de prépa à Descartes, enfin, j'ai fait ça pendant 5 ans, où on recevait les dossiers, on n'est quand même pas dupe. On voit très bien si c'est un élève de 18 ans ou si c'est ses parents ou si c'est un adulte qui l'a réalisé. Et celles-là, on les met de côté parce que l'élève n'a pas joué le jeu. À Sciences Po, alors là, je ne vous dis pas, c'est carrément… mais l'élève qui, lui, avec ses maladresses de terminale,
avec son manque de maturité, bien sûr, à 18 ans, eh bien, on voit que c'est personnel, mais que ça le mérite quand même d'être clair, d'être cohérent, d'être structuré, effectivement que ça nous renseigne déjà sur la pensée de cet étudiant et est-ce qu'on a envie de l'avoir dans notre école, dans notre prépa ou pas. Donc, je rebondis et je termine là-dessus, puisqu'on est déjà en retard, mais ce que dit Khalid, effectivement, l'enseignement du français et des lettres est déterminant pour la suite. On parle beaucoup à l'heure actuelle, c'est très à la mode, de hard skills et soft skills, en nous disant que les soft skills, donc savoir-être, capacité à travailler ensemble, savoir-vivre, moi, je rajouterais comme première des soft skills la maîtrise de la langue. C'est quelque chose qui, encore une fois, est de plus en plus apprécié à l'oral, à l'écrit, dans la capacité à rédiger des notes de synthèse, à prendre la parole en public, même des ingénieurs qui font, même des étudiants qui vont faire des études d'ingénierie, il faut qu'ils sachent maintenant que ils vont être amenés à manager des équipes, à prendre la parole en public, à réaliser des dossiers de synthèse pour des actionnaires, pour des gens qui voudraient, etc. etc. Alors après, pour les prépas et les grandes écoles, ça c'est bien sûr des requisites qui sont la base, comme disent les élèves. Voilà. Je ne vais pas faire plus long. On a perdu Caroline. Non, pardon, je ne vais pas rebrancher mon micro. Donc, merci beaucoup à tous les deux. Alors, peut-être pour finir, parce que quand même, moi qui lis les messages depuis le départ et qui essaye de faire le tri, vous avez généré pas mal d'anxiété, en fait, je dois dire, je pense. Donc, pour finir, peut-être sur une petite dose, une petite note positive, Julie, qui est un peu désespérée, dit « Mais est-ce que comment on peut les aider à développer leur vocabulaire et les sens cachés pour interpréter, déduire, etc. » Donc, j'imagine, Albin, que tu vas nous renvoyer vers l'écrit ou Khalid, pareil. Non, là, il faut se confronter aux exercices. La philosophie, pour ça, on fait Alors, ils arrivent avec des textes où là, en termes de compréhension, c'est encore plus difficile. C'est-à-dire que la langue philosophique, là, c'est Khalid parlait d'aridité sur certains textes. Bon, nous, en philo, on ne vend pas du rêve, hein, à part 2-3 auteurs qui ont une écriture un peu sexy, comme disent les élèves, Rousseau, Nietzsche, Platon. Le reste, c'est, je leur dis, la philosophie, c'est les mathématiques des littéraires. Donc, c'est très, très rigoureux. Eh bien, c'est ce travail de fourmi. Voilà, moi, ce que je fais avec eux, c'est ce que ne font personne, en fait. Hein. C'est ligne à ligne, mot à mot. Voilà, on a un texte de 15 lignes, et ben on va passer, je vais te montrer qu'on peut passer 2 heures sur 15 lignes. Et ce qui est génial, c'est à la fin de voir le regard de ces élèves, dire « Mais c'est magique, mais comment tout ce texte, ces 15 lignes ?» Voilà. Et puis après, c'est l'entraînement. C'est l'entraînement, c'est la confrontation. Et ceux qui jouent le jeu, je vais quand même être plus positif, ceux qui jouent le jeu, ceux qui se donnent les moyens, à nous, profs, de les éclairer. À nous, profs, de leur donner des outils méthodologiques clairs et simples et efficaces à appliquer. Ceux qui jouent le jeu, c'est ce que je leur dis toujours, qui pratiquent régulièrement, il n'y a pas de problème. En 6 mois, c'est le jour et la nuit. Et comme moi, je corrige le bac encore, j'ai un paquet de 120 copies. Donc, évidemment que la note, elle est par rapport à ce paquet de 120 copies. Si la copie, et c'est ce que je dis à mes étudiants, notre objectif ensemble, je vais vous faire rentrer dans les coulisses du baccalauréat, voilà les attentes et les exigences. Notre ambition, c'est que quand votre correcteur va ouvrir votre copie, il va retrouver des qualités qu'il ne retrouve pas dans la majeure partie des autres. Vous allez faire partie du premier tiers. Vous faites partie du premier tiers, vous allez être surnoté. Vous faites partie du dernier tiers, sous-noté. Vous faites partie du tiers, du ventre mou, vous aurez des notes entre 8 et 11, 8 et 12. Donc, ceux qui jouent le jeu, et puis ceux qui prennent la peine de pratiquer, ceux qui ne se désespèrent pas, parce qu'ils se désespèrent très vite, les élèves. Ça, c'est sûrement notre époque. Il faut tout de suite avoir les résultats. Moi, je leur dis en philo, si vous venez là, non, je vous promets que des larmes, du sang et de la sueur. Comme ça, ils sont clairs. Je leur dis, on n'apprend pas la philosophie, on apprend à philosopher. C'est un savoir-faire, c'est une question de méthode, c'est pas récité, ça va pas se faire tout seul. Vous n'avez pas appris à faire du vélo tout seul, vous êtes tombé, vous vous êtes fait mal, et puis maintenant, voilà, c'est un savoir-faire que vous n'oublierez plus. Faire du vélo, c'est pareil. Vous allez apprendre à réfléchir. Il faut jouer le jeu. Et un entraînement régulier, encore une fois, à dose homéopathique, pour ne pas les saturer. Alors, je rebondis sur ce qu'a dit Albin. Justement, pour répondre un peu à ce vent de pessimisme et de frustration
qu'on a généré, bien malgré nous. Merci, messieurs. Il faut prendre conscience que le problème est complexe et que pour aborder le problème, il faut l'aborder dans sa complexité. Le problème est d'abord un problème de ressources humaines dans les lycées. Le recrutement doit être revu de façon beaucoup plus sérieuse et surtout de façon honnête parce qu'il s'agit de l'avenir des gamins et c'est des classes à examen. Le deuxième élément qui est aussi important, c'est que si vous voulez trouver une solution, il faut comprendre le mal. Si vous voulez trouver le remède, il faut comprendre le mal. Une étude a été faite. Le niveau rédactionnel d'un diplômé en master aujourd'hui équivaut à un bachelier durant les années 60. Ça veut dire que, entre-temps, le niveau a baissé par rapport à la maîtrise de la langue, ce qui est dû essentiellement à un manque de lecture. Nous ne sommes plus, il faut le dire, avouons-le, nous sommes face à des générations d'élèves qui lisent de moins en moins. Et l'un des problèmes, c'est ça, c'est un manque de lecture. Lorsque vous lisez peu, vous avez un lexique pauvre, vous avez des structures pauvres, vous avez non seulement une expression pauvre, mais une pensée pauvre aussi. Donc l'idéal, pour sauver un peu les choses, c'est que les parents essayent de renouer avec la lecture et la proposer à leurs enfants. Maintenant, effectivement, les élèves n'aiment pas trop la lecture parce qu'ils sont sur le divertissement et le jeu. C'est une société de divertissement. Nous sommes en train d'essayer de mettre en place la notion d'effort dans une société de divertissement et de plaisir, ce qui est un peu difficile. L'objectif, c'est de distiller progressivement du plaisir dans les lectures. Comme a dit Albin, il faudrait leur proposer des œuvres qui leur parlent. Si l'élève aime l'heroic fantasy, qu'on lui propose des œuvres où il s'évade et progressivement, on le tire vers les classiques. Il faut distiller plus de plaisir dans les lectures. Il faudrait que les écoles revoient un peu la politique des recrutements et que les profs soient à la hauteur des attentes. L'institution aurait dû mettre en place une requalification des profs avant de lancer la réforme et qu'il y ait un vrai débat et de véritables sessions de formation. Tous ces éléments-là auraient dû être en place avant de lancer la réforme, mais les parents peuvent quand même travailler avec leurs enfants en travaillant un peu la lecture, la discussion. On discute à propos d'une œuvre qui vient d'être lue. Qu'est-ce que tu en penses? Quel est le personnage qui t'a le plus intéressé? Quels sont les mots que tu as appris? Quels sont les mots que tu as découverts dans un dictionnaire aujourd'hui? Voilà. Essayer un peu de développer ce bruissement littéraire, culturel, lexical, et ça, c'est très important. Voilà. Eh ben, merci beaucoup à tous les deux. Je pense qu'on va s'arrêter là pour garder le webinaire dans son timing initial. Merci à tous les participants. Nous vous enverrons à l'issue du webinaire, si vous le souhaitez, enfin, nous vous enverrons le PowerPoint, en fait, la présentation qui a été faite. Et si vous en avez besoin, éventuellement l'enregistrement de la réunion. Voilà. Je vous remercie à tous et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Merci à tous, merci Caroline, merci Khalid et bonne fin de journée à tous. Ou bonne nuit pour certains en fonction du décalage horaire. Ou bonne journée. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.